Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Des signaux faibles apparaissent et des tendances se développent dans notre société. Les leaders savent les sentir et les transformer en opportunités pour créer leur business, étendre leurs activités et mettre au point les meilleures pratiques dans les industries du sport outdoor et du tourisme. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Soleylac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette deuxième saison, à l'aide de nos invités, nous voulons pousser un peu plus loin la découverte de chaque pilier de la plateforme de marque et certains métiers liés au marketing et à la communication des marques de sport outdoor et des destinations touristiques. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous allons parler à nouveau de ciblage client, mais aussi d'inbound marketing. Pour illustrer ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Estelle Giraudot, qui est Managing Director Royaume-Uni et Europe du Nord pour le Club Med. Bonjour Estelle. Bonjour Ariane, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, on est ravis. Alors la semaine dernière, Armelle, tu nous avais expliqué ce qu'est le ciblage client, mais finalement, pourquoi est-ce qu'il faut cibler sa clientèle? À quoi ça sert? En effet, alors longtemps, la stratégie marketing s'est focalisée sur les qualités des produits et des services qui étaient mis en vente. En clair, l'entreprise ou la destination gérait sa publicité de façon à pousser son produit vers le grand public, en mettant en avant ses critères de différenciation ou en engageant des campagnes de communication assez massives à destination du plus grand nombre. Et à l'époque, les marketeurs martelaient le même message à tout le monde en croisant les doigts pour qu'il y ait quelques clients qui achètent le produit ou le service qu'ils avaient à vendre. Et c'est comme ça d'ailleurs que des générations entières en France ont subi une publicité qui passait par double boucle. Je vous la quasiment chante, si jus va bien, c'est jus va mine. Et on avait le droit à ça 2 fois, comme si la première fois c'était pas suffisamment pour qu'on s'en souvienne. Aujourd'hui, le marketing et la communication sont un petit peu plus fins que ça, ils se sont transformés et ils ont pour optique de se concentrer sur les véritables problèmes et les besoins de leur public cible. Les marketeurs cherchent plus à pousser leur service ou leur produit ou leur territoire touristique, mais plutôt à attirer les clients vers leur marque et c'est pour ça qu'on appelle ça désormais l'inbound marketing. Celui-ci repose notamment sur des publicités qui sont personnalisées ou des contenus à forte valeur ajoutée qui sont déployés principalement sur les médias sociaux utilisés par le client cible. Et pourquoi ce changement de cap? Alors, ce changement, il a lieu parce que l'inbound marketing offre un meilleur taux de conversion, un retour sur investissement qui est plus rapide et surtout des retours clients qui sont très positifs. Et l'intérêt, c'est que ces clients vont ensuite, à leur tour, faire venir d'autres clients, notamment en postant leur avis sur des réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est que la connaissance client à travers la collecte et surtout l'analyse des données, idéalement avec un petit peu d'intelligence artificielle, est ainsi essentielle pour bien cibler ses audiences et adapter ses campagnes marketing. Et quelle est la première étape pour définir ces cibles? Alors, la première des choses à faire, c'est de segmenter le marché en groupes ou en segments qui ont des caractéristiques communes. Le ou les segments qui sont définis, qui représentent là où les cibles sur lesquelles il faudra se concentrer. Et ces segments, eh bien, ils doivent être exploitables, mesurables, accessibles et profitables. Donc, petit conseil, ne vous lancez pas immédiatement dans la création parfois un peu longue et fastidieuse de personas, mais commencez par segmenter votre marché. Je vais faire un petit peu de teasing pour les prochains épisodes, puisque Ariane et moi, on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour continuer à parler des étapes qui suivent pour segmenter votre marché. Merci Armelle. Alors Estelle, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours académique et puis les grandes lignes de ta carrière professionnelle jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui au sein de Club Med? Avec plaisir Ariane.
Donc pour la genèse, moi je voulais être professeur, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et j'aime à penser qu'il y a un lien entre professeur et leader, puisqu'il y a cette volonté, ce souhait de partager, de donner, de faire grandir les personnes qui nous entourent. Donc je voulais être professeur, donc j'ai fait des études de littérature à McGill à Montréal. Et puis, lorsque j'ai passé du temps au Canada, ça a été une espèce de révélation où je me suis dit, finalement, le monde est vaste, et riche et fascinant. Donc, je pense que professeur, peut-être, ne va pas me permettre d'assouvir mes envies de découverte de l'international et de l'excitation que ça peut offrir. Donc, j'ai décidé de changer de voie, de pivoter, comme on dit aujourd'hui. Et ce qui était le plus naturel entre la littérature et le monde du business, c'était le marketing et la communication. Et donc, j'ai fait mon master à l'époque, ça s'appelait DESS, à l'IAE de Lille, en communication et marketing international, avec comme spécialité les médias électroniques, qui à l'époque étaient les prémices du marketing digital. Et donc, suite à ces études, j'ai eu un de mes précieux conseils dans ma carrière qui était « Commence en agence de pub, ça sera la meilleure école pour toi, puisque tu n'as pas eu un parcours entre guillemets typique, école de commerce avec la solidité académique du marketing et de la communication ». Et donc, j'ai commencé chez DDB, où je me suis aguerrie sur tous les sujets à la fois de stratégie de marque, marketing digital et la vente, parce qu'on oublie qu'en agence de pub, on fait d'abord de la vente de services. Et j'ai eu la chance, en fait, d'avoir un portefeuille de clients issus du tourisme et très international. Donc, un de mes clients était l'Office de tourisme d'Égypte dans le monde, sur 24 marchés. Et donc, j'ai eu cette chance-là, puisqu'à 23 ans, on m'a confié ce projet et j'ai voyagé à travers le monde, souvent seule, et donc plein d'expériences, plein d'anecdotes, que ce soit en Russie, au Japon, en Chine ou aux US. J'ai grandi très vite, pendant 6 ans, dans cette très belle agence, et puis j'ai eu la frustration de travailler uniquement sur un pan du mix produit. Et du mix marketing. Et donc, j'ai décidé d'aller côté client, comme on disait à l'époque quand on était du côté agence. Et donc, j'ai rejoint IKKS, qui appartenait à l'époque au groupe Zanier, donc leader sur la mode enfantine, où là, j'étais Head of e-commerce et Head of marketing pour la ligne enfant. Donc, j'avais les 2 casquettes, e-commerce sur toutes les marques femmes, hommes et enfants. Et puis, sur l'enfant, j'avais un scope relativement vaste, puisque j'étais à la fois sur les brands de fondation et puis en même temps sur le développement produit. Donc, je manageais aussi une équipe de designers et de chefs de produits, jusqu'à l'aval sur les différents touchpoints de nos clients, donc sur les 3 canaux que sont le wholesale, le retail et le e-commerce. Et j'ai fait ça pendant 3 ans sur un scope Europe, avec aussi la mise en place de franchises en Chine. J'ai adoré. J'ai adoré le retail, j'ai adoré la création, j'ai adoré le fait d'être à la fois dans l'analyse business et dans la créativité. J'ai adoré le challenge de me dire je vais manager des designers alors que je n'ai absolument aucune légitimité sur le design et la mode. Donc on m'a regardé un peu en coin après, et puis j'espère réussir à apporter ma pierre à l'édifice. Et puis, il y avait une notion importante de repositionnement de marque que j'affectionne particulièrement. Puis, j'ai rejoint Club Med il y a 10 ans à Londres. Là encore, un peu atypique parce que c'est un shortcut. D'habitude, on passe par la case siège. Et j'avoue que, pour être tout à fait honnête, j'avais pas forcément envie de revenir dans le tourisme. Je vais dire ça à mon audience qui est une audience de tourisme, parce que je voulais changer de secteur, en fait, tout simplement. Et puis, c'était Club Med, donc marque pour moi hyper prestigieuse, séduisante. Et c'était Londres, parce que depuis Montréal, j'avais beaucoup d'envie de repartir à l'étranger. Donc, j'ai pris ce pari-là. Et 10 ans après, j'y suis. Donc, je pense que c'était la bonne décision de revenir dans ce secteur et de faire ce tournant-là. Et donc, j'ai commencé chez Club Med à Londres en tant que directrice marketing de UK et de la Scandinavie. Ensuite, très rapidement, on m'a confié le PNL des pays nordiques pour que je m'aguerrisse sur les sujets commerciaux, puisque lorsque vous êtes dans le marketing, ce qui est dommage, c'est que vous êtes stampé marketing, et du coup, il y a une espèce d'opposition un peu obsolète, je trouve, entre le commercial et le marketing. Et puis ensuite,
J'ai eu une phase assez intéressante où j'ai eu des DG qui sont venus et repartis. Et moi, donc, j'occupais de façon très officieuse l'intérim de ce poste-là. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu... Je ne sais pas si c'est la lucidité de me dire, je vais être plus assertive et je vais expliquer à mon manager que je peux être juste numéro 2 et il faut qu'il me le dise et voilà, je contacte. Ou alors, peut-être qu'un jour, j'aurai vraiment ce poste-là et je veux être candidate parce que l'intérim de façon officieuse, c'est très bien. Et en revanche, je pense que je peux avoir les compétences pour le poste. Et je dis ça parce que je sais qu'on a beaucoup d'audience féminines et que jusqu'ici, j'avais jamais été très assertive. On m'a fait confiance, j'ai grandi et j'ai toujours été très reconnaissante des entreprises et de mes managers pour ça. Mais là, je sentais qu'il y avait un point important, un milestone important à prendre. Et ça m'a servi puisque mon manager a ouvert le poste, je faisais partie des candidats et m'a confié le poste. Donc, j'ai été nommée il y a à présent 7 ans sur le poste de directrice générale UK Nordics. Et puis, il y a 4 ans, on m'a confié un périmètre plus grand qui est donc l'Europe du Nord. Que je manage aujourd'hui, qui fait à peu près 100 millions d'euros et environ 80 personnes. Waouh, c'est énorme. Alors, avant que tu nous parles du groupe absolument iconique qui t'emploie, est-ce que tu peux nous partager quelques-unes de ces fameuses anecdotes de voyage sur ta première partie de carrière quand tu travaillais chez DDB ? Alors, j'ai une anecdote, je pense que je garderai très vive une grosse partie de ma vie puisque j'étais jeune et j'ai été très marquée. J'étais en Russie et je repartais de la Russie, donc de Moscou. Et je prenais mon temps, en fait, en n'ayant pas vu l'heure. J'avais pas saisi que mon avion partait bientôt. J'ai donc raté mon avion. Je pensais que ce n'était pas grave. Et là, à l'aéroport, on me dit « Ah bah, c'est très grave, puisqu'il n'y a pas de vol juste après, que votre visa expire ce soir. Donc, si vous ne quittez pas le territoire immédiatement, vous êtes hors la loi et ça va être très compliqué de sortir du territoire russe. » Et en plus de ça, mon téléphone me plante, littéralement. Donc, il me restait que ma carte bleue. Et je me rappelle avoir eu des gros moments de solitude. J'ai pas paniqué, mais je me suis dit, là, je suis vraiment dans une situation compliquée parce que je pense que mes proches et mes proches collègues doivent s'inquiéter pour moi parce que j'étais pas joignable. Je savais que j'allais être en difficulté pour quitter le territoire et donc j'ai fait appel. Alors il y avait un système un peu, on va dire, clandestin sur place où il faut que vous passiez par des gens intermédiaires qui vous disent, en gros, qu'il faut leur donner de l'argent, bien sûr. Ensuite, vous avez un interphone où vous parlez à quelqu'un pour expliquer votre situation et pourquoi vous êtes bloqué et pourquoi vous avez raté votre vol. Ensuite, j'ai passé une nuit de 2 heures dans un hôtel à l'aéroport qui m'a coûté une blinde, mais qui, j'étais obligée de rester à l'aéroport. Et j'ai pris le premier vol après, dès le matin, je crois à 5 heures du matin. Et pendant toute ma nuit, j'étais très, très, très angoissée. Et surtout, personne ne m'aidait, personne ne voulait me parler. J'avais juste ma carte bleue. Je me dis, si ma carte me plante, je suis vraiment dans la panade. Voilà, et je pense que j'ai jamais été aussi heureuse de monter dans un avion lorsque j'ai pris l'avion pour le retour en France. Et depuis, t'as raté d'autres avions ? Non, aucun. Et je suis totalement angoissée à l'idée de rater un avion, Armelle. Ça fait partie. On comprend. Voilà. Après, il y a des territoires plus ou moins désagréables pour rater son avion. Quand t'es aux Bahamas, c'est pas la même tension que quand t'es à Moscou, quand même. Exactement. Alors, du coup, je parlais de Bahamas. Est-ce que tu peux nous parler de ce groupe iconique, comme je le disais tout à l'heure, qui est le Club Med et pour lequel tu as la chance de travailler? Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce qu'il fait? Parce que je pense que beaucoup de gens ont des idées préconçues, pas forcément exactes sur tout le scope du groupe. Et quelles sont aussi ses valeurs et quelle est sa proposition de valeur? Alors, Club Med, c'est parti d'une mission complètement à la fois contemporaine et qui date maintenant de plusieurs années. Donc, c'était post-Deuxième Guerre mondiale, qui était la vision de nos fondateurs et qui disait « Le but dans la vie, c'est d'être heureux. Le moment pour être heureux, c'est maintenant. Et le lieu pour être heureux, c'est ici. » Et ça n'a pas pris une ride, j'ai envie de dire, et ça prend encore plus de sens et plus de valeur post-crise, j'ai envie de dire post, même si on n'est pas complètement sorti d'affaires, mais j'espère qu'on y est proche.
Et c'était très pionnier, en fait, à l'époque. Et cet esprit pionnier, on l'a gardé, et ça fait partie de nos valeurs, et j'y reviendrai. Et ça, c'est une mission qui nous anime, qui m'anime au quotidien, qui est, on n'a pas la prétention de dire on vend du bonheur, parce que finalement, le bonheur, il a un prisme et des facettes très différentes d'une personne à l'autre. En revanche, notre mission, c'est de dire on vous crée l'environnement possible pour que vous définissiez et vous dessiniez votre bonheur avec vos proches ou en solo, qu'importe l'objet du voyage. Et si je reviens de façon un peu plus terre à terre, Club Med, c'est 70 villages dans le monde entier, à la fois sur des destinations soleil lointains ou proches et sur du ski. On a l'ambition et on est sur du leadership sur le secteur du ski, notamment sur les Alpes françaises, mais aussi pionnier sur les montagnes chinoises ou japonaises et bientôt américaines, donc sur les Rockies. Notre clientèle que l'on chérit et que l'on choisit, ce sont essentiellement des familles, mais aussi des couples qui ont je dirais, l'envie d'avoir des vacances totalement dépourvues de toute forme de stress, puisqu'on vend des packages premium all inclusive. Et pour compléter ce propos, on a maintenant achevé, on estime qu'on a achevé à ce stade-là, notre stratégie de premiumisation. Donc l'ensemble de notre portefeuille de villages, c'est du 4 tridents. Donc équivalent de 4 étoiles et du 5 tridents. Et maintenant, on a une ligne de produits luxe qui s'appelle Exclusive Collection, où vous avez des villas, des chalets avec votre private butlers, votre concierge personnel. Et donc, une montée en gamme qui s'est opérée sur les dernières décennies. Et qui, je pense, fait le succès de notre recette, puisqu'on continue de croître et on croît très fort, notamment post-Covid, sur certaines zones du monde, en Europe, aux US, pour ne citer que ces zones-là. Donc, on travaille effectivement sur un produit qui est non seulement séduisant, plaisant, et je dirais en ligne avec les attentes du client, même post-Covid, et en même temps, de façon un peu plus... on va dire philanthrope, on a une mission qui est assez louable et qu'on peut difficilement remettre en cause, qui est d'offrir un environnement, un contexte pour que les personnes trouvent leur bonheur. Tu es donc directrice générale pour le Royaume-Uni et l'Europe au sein de Club Med. À quoi ressemble ton quotidien professionnel? Une journée type avec Estelle, ça donne quoi? Alors, c'est une question qui est à la fois facile et difficile. Difficile parce qu'elle ne se ressemble pas, facile parce qu'il y a quand même des gros points communs, parce que ce qu'on aime faire, en général, on le retient assez bien. Mon quotidien, il est très varié, très riche, très dense, beaucoup d'adrénaline. Et c'est ce qui fait pour moi l'attrait de ce poste et le travail au sein du Club Med. Ça va d'un comité de direction jusqu'à des one-to-one avec les équipes, pour les manager, pour les coacher. Les meetings avec les équipes pour travailler sur les stratégies, sur les plans d'action, des sujets un peu plus denses en termes de réflexion sur des sujets stratégiques pour 2025. On m'a confié récemment le projet de CSA, donc tout ce qui est environnement et quelle est notre vision en termes de business unit Europe-Afrique sur ces sujets-là. Donc des sujets absolument indispensables et vitaux et en même temps très riches intellectuellement. Ça peut être des meetings qui sont sur l'aspect financier de notre business, bien entendu. Donc le travail, la construction des budgets, la construction de nos forecasts, de nos projections, la dimension HR qui est essentielle à toute organisation, avec la beauté de développer des people et parfois la difficulté de prendre des décisions qui sont parfois difficiles, mais qui font partie de notre rôle en tant que leader. Donc je dirais que le spectre, il est très large, et c'est ce qui, moi, me plaît et m'enrichit, qui est à la fois de la stratégie qui peut être très haute dans la réflexion et les perspectives très, très macro,
et à la fois on phosphore sur l'avenir et en même temps on travaille de façon très granulaire sur l'exécution de ce à quoi on a réfléchi, et on voit notre impact assez rapidement sur le business et sur le développement des people. Donc c'est ce que je trouve assez riche. Voilà. Sans compter les voyages, même s'il y en a un peu moins depuis le Covid, mais beaucoup de déplacements également font partie du mix. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ces missions actuelles? Ou à contrario, quels sont les plus gros challenges que tu dois relever? Ce qui me plaît le plus, c'est la variété en fait des sujets, le fait qu'on soit pas monolithique, et c'est la liberté et l'autonomie qu'on me confie. Moi, en tous les cas, je le vis comme ça. C'est ce qu'on appelle freedom in the frame. Donc, j'ai de la liberté. Bien sûr, c'est pas ma start-up, c'est pas mon business. Donc, bien sûr, il y a du reporting à faire et tout ça est tout à fait normal. Mais beaucoup de liberté et d'autonomie pour créer des nouvelles solutions, pour créer des nouvelles stratégies, pour leader nos équipes, pour s'adapter au marché, qui est une composante intéressante. J'aime aussi penser qu'une Française à Londres a pas forcément la même vision qu'une Française qui vit en France sur le marché UK. Donc je trouve qu'il y a une richesse dans la réflexion aussi, puisque je comprends tout à fait quand on est ou challengé ou on a des échanges avec le siège, et je comprends les équipes qui, elles, basées au UK, sans ce prisme-là, la façon dont elles peuvent recevoir ou des challenges ou des questions ou des façons de penser. Donc ça, je trouve ça assez riche. Ça, c'est un débat fascinant pour moi, les différences culturelles, notamment entre les Français et les Britanniques. J'aime le rythme, j'aime que ça aille vite, et ça m'exalte. Après, les challenges, je pense que comme n'importe quel leader, je pense que le challenge aujourd'hui, encore plus qu'avant, post-Covid, c'est de trouver cet équilibre dans le management des équipes entre la bienveillance, trouver les bons modes opératoires pour que tout le monde s'épanouisse dans son job, et en même temps garder ou augmenter le niveau d'exigence qui est attendu sur la qualité de ce qu'on livre, sur nos interactions avec les clients, qui sont de facto de plus en plus exigeants à juste titre. Et ça, je pense que c'est pour moi l'équation qui est la plus difficile à trouver. Alors tout à l'heure, tu nous as partagé cette anecdote vécue en Russie. Est-ce que depuis que tu es à ce poste, depuis 10 ans, en tout cas depuis tes 10 années chez Club Med, est-ce que tu as un souvenir ou une situation incroyable à laquelle tu as été confronté et que tu peux nous partager? Incroyable, je ne sais pas. En tout cas, une anecdote qui m'a marquée et qui, pour moi, illustre souvent le fait qu'il peut y avoir des décalages entre l'image que l'on donne à voir et la perception que les gens font de vous ou projettent sur vous quand vous avez un poste de leader, et la réalité de ce que l'on vit. Et parfois, la vulnérabilité que certains leaders acceptent de révéler ou pas. Et donc, moi, l'anecdote la plus marquante, à mon sens, dans mon parcours, c'est lorsque j'étais nommée donc DG de Club Med UK. Et là, vous avez tout le monde qui vous dit « Wow, super, t'as la place du boss, c'est génial, big congrats ». En gros, voilà, le job est fini. Et que moi, dans le vécu, les 6 premiers mois ont été particulièrement difficiles parce que le business à cette époque était tendu. Parce que toutes les décisions que je prenais, j'avais le sentiment que j'étais pas sûre que ce soit les bonnes. J'avais beaucoup de changements d'équipe à opérer également, avec des sujets HR parfois un peu sensibles. Et je me suis dit pendant 6 mois, à fond dans le syndrome de l'imposteur, alors surtout quand on est une femme, à se dire voilà, finalement, je suis pas sûre de bien faire le job, je suis pas sûre que mon boss ait pris la bonne décision. Donc ces doutes permanents étaient assez pas difficiles à vivre, parce que finalement on vit tous, en tout cas moi j'ai beaucoup de doutes, mais je les transforme maintenant de façon positive et pas destructive. Et donc pendant 6 mois c'était très inconfortable, jusqu'au jour où j'ai eu à la fois une coach professionnelle qui a été un vrai life changer, et à la fois mon boss qui, lors de mon évaluation, m'a dit « Estelle, les chiffres, ils vont venir, c'est évident, puisque tout ce que tu fais,
c'est excellent et ça va payer. Et rien que ça, je pense que ça a fait 2 phrases. Ça a complètement libéré ma confiance et je me suis dit, ok, si lui me fait confiance, alors ça veut dire que je dois me faire confiance aussi, en fait. Et je dis pas que les doutes se sont gommés, mais comme je le dis, ils cohabitent de façon constructive. Et ça, c'était pour moi un sentiment pendant 6 mois assez complexe parce que vous gérez des gens qui vous disent ouais, super, t'as le big boss seat. Et vous, dans votre tête, vous vous dites ouais, alors peut-être que c'est finalement la pire erreur de ma vie. Et bien sûr, vous gardez poker face vis-à-vis des équipes, tout est under control et vous avancez. Et ça, c'était mon anecdote dans mon parcours. Merci beaucoup pour ce partage super honnête. Du coup, on va continuer dans la grande honnêteté, toujours au regard de ton parcours. Alors, sur la totalité de ton parcours, pas juste au Club Med, selon toi, quelle est la plus grosse erreur que tu as fait et qu'est-ce que tu en retiens? Alors, l'erreur, même si erreur, je suis pas sûre que ce soit le bon mot, mais en tout cas, la tendance que j'ai pu avoir dans le passé, c'est de se dire, il faut donner très longtemps la chance à quelqu'un parce que j'ai tendance à penser que les personnes ont des ressources, les personnes peuvent se réinventer, les personnes peuvent évoluer, peuvent être nourries de feedback et en tenir compte et avancer dans cette direction. Et il m'est arrivé à quelques reprises, en fait, de laisser des situations un peu s'envenimer en me disant non, la personne va réagir, elle a des qualités, il faut se battre. Mon rôle en tant que manager, c'est de développer ses forces et de l'accompagner. Et au bout d'un moment, notamment une fois, je me rappelle, mon manager, pas au Club Med, dans une autre entreprise, m'avait dit là, si ça continue, en fait, c'est pénalisant pour toi parce que ça te dessert de garder cette personne et de t'acharner, entre guillemets, sur le fait que tu penses qu'elle va faire un bon job. Et ça, ça a été un learning pour moi, même si je prends pas de décision hâtive sur des sujets importants, que ce soit people ou business. Il faut se donner le temps de réflexion. J'aime aller vite, mais j'aime bien réfléchir avant. Et donc, le learning, c'est de se dire, oui, on peut tout à fait développer les personnes, et c'est notre rôle en tant que leader. Il faut aussi avoir parfois l'honnêteté de se dire, pour les deux parties, finalement, peut-être qu'on est arrivé au bout d'un cycle, et il faut passer à autre chose de façon la plus respectueuse et la plus constructive possible. Mais comme je suis quelqu'un qui a du mal à abandonner de façon générale, ça se traduit aussi sur ce type de sujet. Et à contrario, si tu jettes un coup d'œil sur l'ensemble de ton parcours professionnel, est-ce que tu as une ou plusieurs grandes fiertés ou vraiment un grand moment d'accomplissement? Alors tout à l'heure, tu as un peu évoqué justement comment tu t'es emparé du poste que tu occupes actuellement et comment tu as vécu au démarrage. Je pense que maintenant c'est une satisfaction d'être arrivé, même s'il n'y a jamais d'aboutissement final, hein, mais que tout est sans arrêt remis en question. Mais est-ce que tu as eu d'autres grandes fiertés que tu peux partager avec nous, ou c'est des moments un peu de grâce comme ça sur un parcours pro? Ouais, il y en a un en particulier puisque on a réussi avec les équipes à doubler la taille du business au UK sur le marché du ski. Et ça, c'est ma grande fierté. Et bien sûr, elle est tout à fait partagée avec mes collaborateurs. Puisque alors il y a une double layers. Il y avait un enjeu interne puisque quand je suis arrivée sur le poste au UK, on m'a dit attention, les Britanniques, on n'est pas sûr que ce soit la bonne clientèle pour Club Med, on fait beaucoup de promos, c'est peut-être pas forcément le bon match entre eux et nous, ce qu'on peut offrir. Donc il y avait beaucoup de suspicions sur le potentiel du marché pour Club Med et un sentiment qu'on n'avait pas craqué le sujet et on n'était pas sûr de l'issue. Et donc moi, je suis arrivée et j'ai présenté au board une stratégie qui était assez disruptive, qui était de dire ok, ma stratégie, si vous me laissez faire pendant quelques années, c'est d'abandonner complètement le soleil. Donc là, vous parlez à un CEO dont la moitié du business, c'est le soleil. Donc on va pas faire de soleil sur le UK, on va se concentrer sur le ski, on va arrêter un peu le brand, on va travailler beaucoup plus sur la performance, on va travailler beaucoup le travail sur le gain de part de voix online et le gain de part de marché de facto, de façon assez granulaire et
sous le radar, je dirais. Les PR, on va aussi les faire différemment et plus connectés au digital. Les belles affiches dans le monde, il n'y en aura plus. Faites-moi confiance parce que je pense que ça va fonctionner. Mais c'est un pari important. Et en même temps, on va bien sûr remonter les prix pour ne plus être dépendant de la promotion et pour vous prouver que oui, il y a une clientèle pour Club Med. Elle est niche. Elle est beaucoup plus riche que les Français, by the way, parce que la fourchette salariale est plus extensible sur le UK que sur la France. Donc, voilà comment nous allons fonctionner. Et donc, on m'a laissé avancer sur cette voie-là avec beaucoup de support dont je suis reconnaissante. Et on a réussi en 4 ans à peu près à doubler la taille du business. On est passé de 40 à 80 millions à peu près sur la niche ski. Ce qui nous a permis ensuite d'avoir de l'oxygène pour penser à la diversification de clientèle sur des cibles couples et amis, sur maintenant la diversification soleil. Et ça a été un moment de grâce, comme tu dis, Ariane, parce que c'est pas un quick win, c'est structurant, et pour le groupe et pour le marché. On est passé top 3 en marché sur l'Europe. Donc ça, c'était aussi ma petite fierté personnelle. Et comme je vous dis, il y avait aussi un enjeu interne où il y avait à juste titre des questionnements sur le marché. Et je me dis, si au moins j'ai apporté ça avec mes équipes, c'est, on va dire, ma legacy. Si demain je ne suis plus, je dis pas qu'on mettra ça sur mon épitaphe, hein, j'espère qu'on mettra autre chose. Mais en tout cas, voilà, c'est un moment de grâce dans mon parcours. Bon, peut-être que sur ton épitaphe, on mettra bold move parce que c'était clairement un bold move d'être sur une approche aussi disruptive, surtout quand on retire quand même la moitié du business soleil, c'était quand même pas une évidence. On parlait en début de cet épisode de ciblage client. Vous avez au Club Med une approche qui est très intéressante de collecte des données sur vos clients, notamment via des bracelets connectés. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter mon TEDx, j'en parle, c'est dire si pour moi c'est quelque chose qui est très fort. L'analyse de ces données vous permet de proposer des expériences qui sont ultra personnalisées au sein des villages du Club Med. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs comment ça marche et si tu as des exemples concrets d'expériences ultra personnalisées que vous avez pu créer sur la base des données que vous avez collectées et analysées? Alors, la collecte des données, en effet, elle est précieuse. Après, on la fait toujours avec l'accord du client parce que c'est des sujets, évidemment, fondamentalement sensibles. Si je prends un exemple de parcours ultra personnalisé qu'on a réussi à faire, c'est-à-dire que quelqu'un demain nous appelle au call center du UK en disant, voilà, je veux partir à... que sais-je, Mitchess, en République dominicaine. En fait, on va voir sur son fichier que il y a 1 an, il est parti, par exemple, aux Maldives, qu'il a consommé plutôt des excursions sportives, qu'il a, by the way, 3 enfants en bas âge à qui peut-être il aimerait faire découvrir un autre pays, qu'il a fêté les 10 ans de mariage avec son épouse, que son épouse adore le spa puisqu'elle a consommé 3 traitements de spa, 3 soins de spa dans la semaine. Donc, on va avoir accès à toutes ces données-là. Et ensuite, on va créer une espèce de tailor-made expérience. Donc, au début, bien sûr, l'idée, c'est de s'orienter sur déjà la bonne destination en fonction, justement, des attentes de ce client-là. Et on va lui proposer, par exemple, la République dominicaine. Et là, proactivement, on va pouvoir lui dire, monsieur le client, comme vous adorez les activités sportives, on vous propose cette activité équestre sur la plage de Mitchess qui est incroyable avec un stop où vous allez prendre de l'eau de coco. Votre femme qui adore le spa, il y a un spa qui est très luxueux et pour être sûr, parce qu'on sait qu'elle aime bien y aller après à la plage, on va tout de suite booker le créneau de 17h qui est le plus prisé et qui en général est tout le temps fully booked quand vous arrivez au village. Et puis pour vos trois enfants, en plus du Kids Club, on vous
propose une excursion familiale où vous allez faire de la balançoire en haut d'une colline à Mitchess et vous allez avoir des photos souvenirs que vous garderez avec vous pour toute la vie. Donc c'est ce type de service client qu'on souhaite apporter, qui est assez disruptif avec le secteur du all inclusive, parce que le all inclusive, a priori, c'est tout sauf du tailor-made. Et nous, dans notre esprit pionnier, au Club Med, on souhaite justement se dire, en fait, le all inclusive, c'est une façon de voyager pour gommer tout le stress de la logistique et le planning, parce que nos clients passent leur vie à planifier et à bouger leur agenda dans tous les sens. Et donc ça, c'est une espèce de terreau, justement, qui permet d'avoir des vacances sereines et sans stress. Et les couches supplémentaires qu'on ajoute, qui sont très importantes, c'est la personnalisation des services et des activités en fonction des attentes des clients. Donc en fait, la proposition Club Med, effectivement, est basée sur le all inclusive, à laquelle vous ajoutez des services vraiment sur mesure, ultra personnalisés pour une expérience client incroyable. Oui, et ça, c'est notre esprit pionnier qu'on a gardé depuis la genèse de Club Med, qui est de se dire, on ne se cantonne pas à une catégorie. Le all inclusive est simplement, je dirais, un moyen de voyager de façon la plus sereine possible. En revanche, nous, notre valeur ajoutée, elle est sur toutes les activités sur mesure que l'on peut offrir à nos clients selon leur vision propre du bonheur, qui est très différente d'une personne à l'autre. Concernant le tourisme au sens large, c'est une industrie qui a beaucoup évolué ces dernières années. Tu es un joli poste d'observation. Est-ce que tu peux nous partager les évolutions qui t'ont le plus marqué? Je dirais d'un point de vue sur la marque, et notamment sur un segment comme le premium ou le luxe, ce que je trouve le plus marquant, qui a été accéléré avec bien sûr les réseaux sociaux, la tech, la génération des millennials, c'est une espèce de paradoxe où avant une marque luxe ou une marque premium se voulait rare, se voulait distante, se voulait quasiment inaccessible, parce que c'est comme ça qu'on voit le luxe, un côté un peu statutaire, et les marques parlaient aux clients de façon un peu souveraine. Voilà, je sais que je suis la meilleure marque dans le luxe et vous, clients, devez accepter et être convaincus de ce que je vous dis. Et on voit aujourd'hui que le paradigme a changé et que les marques, même luxe, sont au même niveau que le client. Que cette distance, elle est gommée, et qu'une marque luxe va avoir le challenge de gérer son paradoxe entre je dois rester rare et garder un côté un peu mystérieux, ou en tout cas, je dirais, sur son piédestal, et générer de la fascination et de l'admiration. Et en même temps, elle doit être accessible, proche, doit comprendre et s'adapter à son client, qui est maintenant très digital minded, et qui a un côté peut-être plus informel dans sa communication et sa façon d'aborder la vie, les gens, etc. Donc ça, je trouve que c'est un point assez marquant en termes de marketing. Et puis le deuxième point, qui peut-être aussi s'est révélé encore plus pendant la crise et après la crise, c'est qu'on a beaucoup longtemps pensé que c'était le tout digital, que les contact centers où on parle à des clients, que ce soit sur des produits de luxe, de sacs à main ou de voyage, allaient disparaître. Et on se rend compte que le client, oui, veut à certains moments aller très vite, ne parler à personne et acheter son bien, quel qu'il soit, mais qu'à certains autres moments, il a besoin de cette touche humaine, il a besoin d'interagir avec des gens, il a besoin aussi pour ne serait-ce que se valoriser, il a besoin de raconter ses vacances à nos agents, il a besoin d'échanger, de comprendre comment on fonctionne. Moi, je suis pas mal en contact avec
des clients et j'apprends énormément à leur contact. Et donc, on sent ce besoin ou ce rééquilibrage entre là où il y a quelques années, des grands ayatollahs du tech auraient dit c'est le tout tech et l'humain va se robotiser et tout cela est fini. On voit bien qu'il y a une résistance ou une résilience où oui, la tech est important et c'est un facilitateur de tellement de choses dans nos quotidiens que être anti-tech serait complètement absurde. En revanche, moi, je crois beaucoup à la tech au service de l'humain et pas l'inverse. Et c'est quand ça devient l'inverse que là, on perd un peu pied avec le sens des choses. Ouais, l'industrie du tourisme, tu la vois comment dans les 10 prochaines années, ou qu'est-ce que tu aimerais qu'elle devienne dans les 10 prochaines années? Je souris parce que quand on a passé 2 ans comme on a tous passé, faire des prospectives, c'est très voilà, c'est à la fois important et à la fois très difficile de prévoir ce qui peut se passer dans 10 ans. Donc on va dire que moi, mon vœu, en tous les cas, et la façon dont je vois les choses, je suis assez optimiste au sens où, et on le voit aujourd'hui, dès que les frontières réouvrent, l'appétit pour voyager, il est immense. Donc je continue de penser que le voyage a de très 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 belles années devant soi. Je pense et je crois que le voyage responsable prendra du sens, mais que les sujets environnementaux se rééquilibreront au sens où on ne sera pas dans des prises de position radicales, à savoir voyager c'est mal. On se rappellera aussi que voyager c'est découvrir l'autre. On se rappellera qu'en ouvrant les frontières, on facilite la paix, on va dire, à un niveau macroéconomique, et que la fermeture des frontières n'est jamais une bonne solution, surtout à long terme. J'ai envie de penser, pour rebondir sur la question précédente sur la tech, que tout ce qu'on est en train de se dire sur le métaverse et le tout tech, j'ose penser que le métaverse, par exemple, voilà, ce sera un teaser. On utilisera la tech pour se projeter sur une destination, pour choisir la bonne destination, mais je ne crois pas, ou je ne souhaite pas, que la destination finale soit une destination virtuelle depuis mon salon avec des Google Glasses. Je ne pense pas que ce sera ça. Et j'ose espérer aussi qu'on n'aura plus jamais ces fermetures de frontières, parce que je pense qu'elles font, et on le voit aujourd'hui sans rentrer dans des débats politiques, on voit les limites, on voit que plus on se recroqueville sur nos territoires respectifs, plus on a des vues d'esprit qui sont quand même très étroites, où on blâme l'autre responsable de tous nos problèmes, et on perd de vue la macro-picture, on perd de vue que l'autre, c'est aussi une source d'enrichissement, que c'est comme ça qu'on se construit. Et je pense fondamentalement que les frontières resteront ouvertes, en tout cas je le souhaite du fond de mon cœur, et que de la même façon les esprits resteront ouverts et que le voyage est un fabuleux levier, un fabuleux outil pour garder nos chakras ouverts. Merci beaucoup Estelle Giraudot d'avoir été notre invitée. Voici non pas 3 mais 4 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que entre professeur et leader, il y a un fil rouge. C'est la transmission et le souhait de faire progresser les gens autour de soi. Le deuxième point, c'est lorsqu'une mission et une raison d'être d'entreprise sont correctement posées, elles sont intemporelles. Ainsi, au Club Med, le but dans la vie, c'est d'être heureux. Le moment d'être heureux, c'est maintenant. Et le lieu pour être heureux, c'est ici. Le troisième point à retenir, c'est qu'on assiste à un rééquilibrage sur le segment du luxe. Et avant, il y avait une forme de paradoxe où les marques de luxe se devaient d'être rares et avaient une prise de parole qui était très distanciée avec leur clientèle. Et dorénavant, il y a une sorte de changement de paradigme où les marques doivent toujours
se faire rare et rester rare, tout en étant proche de leurs clients dans leur prise de parole et dans leur échange. Et enfin, le 4e point, c'est que le voyage, ça n'est pas que la destruction de l'environnement comme on l'entend beaucoup en ce moment, mais c'est aussi et surtout le meilleur gardien de la paix et d'une meilleure connaissance des autres à l'échelle internationale. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoor, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcast favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.